Bonjour mes chères téléspectatrices et téléspectateurs. Bonjour Daniel. Bonjour Gérard. Qui va nous traiter un sujet qui s'appelle l'Assemblée nationale, les Outre-mer, au cœur de la niche parlementaire du groupe GDR. Je vais revenir vers toi tout à l'heure. Bonjour Monsieur Marajo. Bonjour Monsieur. Mais c'est pas avec vous que je vais parler tout de suite, c'est avec Frédéric. Je vous aurais déjà dit bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour qui Gérard. Va traiter encore du chlordécone, l'une des plus importantes avancées législatives obtenues par les parlementaires ultramarins, d'après ce que l'on dit. Ensuite, chose, quand c'est à vous, Monsieur Marajo, qui reviendra de nous expliquer l'extraordinaire épopée économique de Monsieur Macron, avec chose. La IA générative, intelligence artificielle générative, ça sera encore Frédéric. Redemption Song, c'est Christian, ça va de soi. Bob Marley, voilà, pour une dernière prophétie de Bob Marley. La taxe sur les billets d'avion, une baisse bienvenue, mais les Outre-mer restent en quelque part dans l'ombre. Ça sera dit. Culture, ça va beaucoup plus ce sujet-là. La guerre de course en Guadeloupe, l'épopée des corsaires sous Victor Hugo. En d'autres termes, dirait Marajo, la vagabondagerie officialisée. Ça va comme commentaire? La musique religieuse afro-américaine. Nous allons prendre notre gospel. Le gospel créole, hein? Créole. Oui, le gospel créole, plus précisément. Un petit édito. Un cauchemar qui ne cesse de s'étendre, je vais parler des sargasses, c'est une habitante de la côte atlantique martiniquaise, c'est de ça que je vais parler, de nos sargasses, encore qu'elle soit maintenant de par tous les océans, presque tous les océans, qui lance un nouveau cri d'alarme face aux échouages massifs de sargasses qui affectent son quotidien depuis plus de 10 ans. Avec le bémol, Christian qui nous dit qu'il y a des points où il n'y en a pas, oui, mais je veux bien. Elle rappelle que les populations riveraines vivent au rythme des émanations de gaz toxiques produites par la décomposition de ces algues, maux de tête, nausées, vertiges, irritation des yeux et des voies respiratoires qui font désormais partie du quotidien de nombreux habitants. Sauf les pointes. Oui. Non, laissez-moi finir mon édito, monsieur. En s'appuyant sur les données de l'Agence régionale de santé, du Haut Conseil de la santé publique et de Madininer, elle rappelle qu'en 2025, plus de 900 dépassements des seuils de référence ont été enregistrés, les épisodes de pollution liés à l'hydrogène sulfuré, pas sulfureux, je ne sais pas pourquoi. Pour cette riveraine, il ne s'agit plus de demander aux habitants de s'adapter aux sargasses, mais de protéger leur santé. Selon elle, ces échouages constituent non seulement un problème de ramassage, mais aussi une pollution environnementale et atmosphérique engageant la responsabilité de l'État. Elle réclame des mesures beaucoup plus ambitieuses, déploiement de barrages anti-sargasses, collecte en mer avant échouement, collecte de tout ce qui peut arriver comme sargasse, amélioration de la surveillance sanitaire et renforcement des moyens de prévention. À l'approche du plan Sargasse 3, parce que son coup de gueule, entre guillemets, parce que c'est le mot que l'on emploie pour ce genre de manifestation démocratique, elle espérait une réponse à la hauteur d'une crise qu'elle qualifie de sanitaire, comme je vous l'ai déjà dit, environnementale, sociale et économique. Force est de constater que le plan présenté par la ministre déléguée Naïna Mouchou ne convainc pas, compte tenu des mesures qui sont annoncées, qui ressemblent plus davantage à un traitement des conséquences plutôt qu'une stratégie préventive d'éradication du phénomène. Et les perspectives de son guerre rassurantes. La grande ceinture de sargasses de l'Atlantique, j'ai lu cette information en consultant le net ce matin, la grande ceinture de sargasses de l'Atlantique a atteint en 2025 une longueur record de 8250 km. La distance entre la métropole, il ne faut plus dire ça, entre l'Hexagone et puis nous, soit davantage que la distance également entre Paris et Pékin. Cette immense bande d'algues brunes relie désormais les côtes de l'Afrique de l'Ouest au golfe du Mexique, directo. Cette prolifération est alimentée par l'enrichissement progressif de l'océan en azote, en phosphore provenant notamment des ruissellements agricoles, des eaux usées et des grands fleuves comme l'Amazone. Autrement dit, tout cela est la conséquence, mieux encore dit, d'activités humaines qui modifient en profondeur les équilibres écologiques de l'Atlantique. Et puis je ferai aucun commentaire, parce que ce que je dis là est suffisamment éloquent. Jingle. Daniel, les Outre-mer, au cœur de la niche
Tu vas nous expliquer tout ça. Pas de commentaires. Ah, vas-y. Oui, alors, un petit rappel au niveau du... Vous savez qu'à l'Assemblée nationale, où sont les députés doivent s'inscrire à des groupes. Et à l'heure actuelle, à l'Assemblée nationale, il y a 11 groupes. Et quand on est dans l'opposition, chaque groupe dispose de ce qu'on appelle une niche parlementaire, c'est-à-dire une session où il a la maîtrise de l'ordre du jour. Et il donc peut inscrire les résolutions, les demandes de commission d'enquête et les propositions de loi. Donc, c'est le cas le 11 juin de cette année, où la gauche, le groupe GDR, le groupe démocrate républicain, va déposer une... Alors, ce groupe est composé de 17 membres et, particularité, 8 de ces membres sont issus de l'outre-mer, Guyane, Réunion, Nouvelle-Calédonie, Martinique. Et dans l'ordre du jour de ce 11 juin, il y a de nombreuses questions qui concernent l'outre-mer. Par exemple, il y a une demande d'intervention de la France pour s'opposer au blocus américain à Cuba. Il y a une demande de commission d'enquête sur les conditions de mobilité à La Réunion. Il y a le statut des intermittents du spectacle. Et il y a, et c'est ce point-là sur lequel je vais m'arrêter, la question de la modification de la loi Hulot de 2017. C'est une loi qui interdit à l'outre-mer de procéder à des études, à du forage et à de l'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux. Donc, le député Patient, le sénateur Patient, a déposé une proposition de loi au Sénat pour faire lever cette interdiction. Et le député du groupe GDR, Jean-Victor Castor, soutient cette demande à l'Assemblée nationale. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de constater... Alors, je précise que le Sénat a adopté cette proposition de loi. Mais ce texte, avant qu'il ne soit examiné et débattu à l'Assemblée le 11 juin, il vient en commission des lois. Et chaque groupe donne sa position. Et à l'heure actuelle, on constate un éclatement tant au niveau du groupe majoritaire qu'au niveau du nouveau Front populaire. Pourquoi ? Parce que le groupe présidentiel, la majorité présidentielle, est contre ce texte. Elle considère que ça va à l'encontre de la position de la France sur la question, la lutte pour la diminution des énergies fossiles, et ça va à l'encontre de la position de la France dans les différentes COP, et donc elle est contre. Mais les socialistes, alors que le groupe GDR est avec les socialistes, le groupe socialiste est contre le texte également parce qu'il considère que ce n'est pas la panacée, que l'énergie fossile, ce n'est pas la voie de développement. Les écologistes sont également contre. Bon, c'est évident, hein, ce sont des écolos. Et on retrouve pour soutenir le texte le Front National, le Rassemblement National, le groupe Horizon, qui est pourtant de la majorité présidentielle, le groupe de la Lyotte et le groupe les UDR et le groupe GDR. Et donc, on voit que cette question fait éclater en fait une majorité. Et théoriquement, quand on fait le total des députés de chaque groupe qui sont contre, le texte ne devrait pas passer à l'Assemblée nationale. Question, alors au moment où nous enregistrons l'émission, le vote, il n'a pas encore eu lieu, mais rappelons quand même que le texte, la proposition de loi a été déposée en décembre, que le Sénat a voté en janvier, et que depuis janvier, M. Trump a agi en Iran, et que le détroit d'Ormuz est bloqué, et que le monde entier est affecté par les questions d'approvisionnement. Ça peut influencer. Est-ce qu'il y aura une influence sur le vote ? Et nous saurons ça le 11. Moi, j'ai retenu, et Christian certainement aussi, cet essai d'amélioration du statut des intermittents. L'objectif étant de garantir l'accès aux droits sociaux, de soutenir la professionnalisation du secteur culturel, de lutter contre la précarité et de renforcer l'égalité entre les territoires, parce que les conditions qui sont exigées sont difficilement remplies. Ici, le nombre de prestations exigées, etc., etc. Mais c'est un sujet que tu pourras traiter par. Alors, une petite précision sur la niche. Je précise que quand un groupe inscrit un certain nombre de questions, il a un ordre.
et on doit tout traiter avant minuit. Et donc, l'ordre de passage, le sujet des hydrocarbures, c'est en 3e position. Donc, a priori, lui, on est sûr qu'il sera examiné. L'une des plus importantes avancées législatives obtenues par les parlementaires, chlordécone. Loi sur le chlordécone. Je crois que oui, c'est peut-être une recontextualisation rapide de ce scandale sanitaire qui a démarré dans les années 50 aux États-Unis, qui a été créé dans les années 50. Dans les années 70, en 1977, les États-Unis, du fait des effets de la molécule qui est persistante, qui est très lourde, pour éradiquer le charançon bananier a complètement interdit. Il a fallu attendre 1977-1990 en France que ce soit également interdit, et ça a été utilisé en Martinique jusqu'à 1993. Et on parle justement de cette période de 3 ans pendant laquelle des interdictions étaient formellement prononcées, mais pendant lesquelles il y a eu ces 3 années des dérogations. Donc, on a une adoption définitive aujourd'hui, de cette proposition de loi, puisqu'elle émane du Parlement, elle émane du député guadeloupéen Élie Califert, concernant cette catastrophe sanitaire. Cette loi reconnaît, adoption définitive, la responsabilité de l'État dans la contamination. Alors, l'objectif, c'est d'analyser un petit peu plus avant la genèse de cette loi. La navette parlementaire a duré quand même 2 ans, ce n'est pas rien, sachant qu'en 2019, on avait déjà une commission d'enquête parlementaire menée par Serge Etchimi concernant non seulement cette responsabilité de l'État concernant la chlordécone, mais aussi les représentants et les filières d'exploitation bananière. Alors, l'objectif, c'est, premier objectif, l'indemnisation. Aujourd'hui, quelle est la question qu'on peut se poser à l'égard de cette loi ? Est-ce que c'est une loi pansement ou est-ce que c'est une loi traitement ? L'article 1er de cette loi disait, le texte initial disposait que l'État reconnaît sa responsabilité dans les préjudices sanitaires, écologiques et économiques. Après plusieurs navettes, désormais, l'État n'a qu'une part de responsabilité, donc c'est une responsabilité dite partielle. La question à se poser, c'est partielle par rapport à qui ? Est-ce que par rapport aux représentants des exploitations bananières, par rapport aux revendeurs, par rapport aux politiques qui ont contribué aussi à cette prorogation ? Bon, ça c'est le premier sujet. Deuxième sujet, il y a eu une tentative, pendant cette loi, d'impliquer les producteurs. Je cite, une taxe de 15% quand on regarde les textes de Genèse sur les bénéfices générés par l'industrie des produits phytosanitaires dont le chiffre d'affaires serait supérieur à 250 millions d'euros. Et cette disposition impliquant les producteurs a été au fil des navettes purement supprimée par le Sénat. Donc elle n'a pas été ensuite réintroduite, cette disposition. Troisième élément, la fixation d'un certain nombre d'objectifs. Alors, un certain nombre d'objectifs, on se dit, l'État s'oblige à... Il y a une nuance. L'État s'assigne pour objectif l'indemnisation de toutes les victimes. Donc, c'est une nuance qui est importante, puisqu'il s'assigne. Donc, c'est à lui de décider de ses objectifs au fil de l'eau. Et aucun délai n'a été communiqué non plus en termes d'indemnisation. Et pour finir, les autres objectifs, je pensais que c'était... Peut-être, on peut penser que c'était les prioritaires, mais ce sont des autres objectifs fixés par la loi sur la dépollution des terres et des eaux contaminées, la suppression du risque d'exposition et enfin l'accompagnement des professionnels et la recherche de caractérisation endocrinienne. Donc, et pour finir, un fonds, et ça c'est une idée intéressante, le FIVP, le Fonds d'indemnisation pour les victimes, a été clairement mentionné dans cette loi. Le gouvernement devra rendre dans un délai d'1 an un rapport de faisabilité. Et pour être tout à fait précis, et là on peut se dire que dans le temps, même si on peut y croire, ce sera un temps long, il devra élaborer, l'État, une stratégie, c'est déjà du temps long, pluriannuelle, du temps long dédié, on ne sait pas à qui. Donc, pour en conclure, même si Naïma Mouchou a qualifié ce texte de loi importante, l'auteur du texte, Élie Califert lui-même, je vais le paraphraser, nous aurions pu aller plus loin, mais c'est un texte de compromis qui permettra d'apaiser le sentiment d'abandon et d'indignation en Martinique et en Guadeloupe. Oui, nous sommes, et c'est déjà bien, dans une belle psychanalyse législative. Tout à fait d'accord. D'autant plus qu'il faudra attendre les décrets d'application, les circulaires, et puis ensuite la mise en œuvre de tout ça.
Chose France, un truc assez... Je vais appeler ça un truc, parce que c'est pas très professionnel, et tu vas nous expliquer en quoi c'est une grosse farce, quoi, je crois. Pas vraiment, mais bon. Il faut relativiser. L'idée est la suivante. Emmanuel Macron a, pendant toute sa jeunesse, fréquenté pas que sa femme, mais il a fréquenté également un certain nombre de banquiers. Quand je dis la jeunesse, c'est ça. Hein. Je parle du petit Emmanuel Macron. Et dans sa tête, depuis très longtemps, l'économie, c'est d'abord un terrain international. Et pour développer la France, donc, notamment lorsqu'il était ministre de l'économie, je le rappelle, il dit l'investissement étranger est un levier fantastique. Bon. Et il met en pratique à partir du moment où il est président de la République. À partir de 2018, et il est élu en 2017, il organise un premier Choose France, c'est-à-dire une espèce de séminaire où il convie un certain nombre d'investisseurs potentiels. Avant, il y a des marchandages, bien évidemment, parce qu'il faut annoncer à l'issue de ce sommet le nombre de milliards qui vont être investis en France. Alors, on va relativiser tout de suite. Déjà, on va dire que ce n'est pas une spécialité française. Invest in, c'est le réflexe de quasiment tous les pays, bien sûr industrialisés, mais aussi des pays en développement. Dans la Caraïbe, par exemple, on a Invest in Jamaica, pardon, excusez-moi, où il y a un sommet où des investisseurs étrangers viennent. Je vous annonce qu'il y aura un sommet Invest in Martinique au mois d'octobre. C'est une idée qui avait été déjà menée par Serge Letchimy en 2012 avec la conférence des investisseurs. Donc c'est une pratique internationale classique. Bon, pour Macron, c'est d'abord un outil de communication et de valorisation de sa politique économique. Alors, quand je dis qu'il faut relativiser, pour vous donner une idée, là, il y a eu un record de promesses. On a atteint 93 milliards d'euros d'investissement. Le précédent sommet en 2025, c'était 40 milliards. Donc, il y a une espèce de bond. Je vais vous expliquer pourquoi il y a un bond. Mais bon, pour vous donner un élément de comparaison, chaque jour, dans le monde, dans les bourses, les principales bourses, les valeurs échangées, donc, il y a du fric, hein. C'est pas juste j'échange c'est entre 2000 et 3000 milliards de dollars par jour. Donc, quand on nous annonce 93 milliards d'euros, c'est une toute petite goutte puisque c'est sur plusieurs années. Alors, le détail. Le groupe qui a annoncé de manière, j'allais dire, toute mise en scène, le groupe SoftBank, qui est un groupe japonais, d'origine japonaise, a dit, moi, je vais mettre 75 milliards d'euros pour mettre des data centers dans le nord de la France. Alors, on va dire qu'il y a 40 milliards qui sont déjà sécurisés, et on ajoute à ça 53 milliards d'autres investisseurs, en particulier les GAFA, donc Facebook, Meta, etc. Ah oui, c'est comme ça que tu arrives à 75. Non, 75, c'est SoftBank. D'accord. SoftBank dit, moi, je mets 75. D'accord. Mais pour que Macron, on ne le critique pas trop, parce que ce serait 75 plus 53, on dirait, bon, Emmanuel, tu en fais trop. Il a pris juste sur les 75, il a pris 40 de SoftBank et il a rajouté 53. Ça fait 93 milliards. Voilà, bon. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que alors, les critiques, évidemment, sont toujours là pour dire, ouais, non, mais bon, c'est une goutte d'eau. En même temps, c'est bizarre. On nous annonce des milliards d'euros d'investissement, mais en même temps, la France frôle un taux de chômage le plus haut depuis 2021. Bon, c'est pas très important. C'est pas très important. Ce qui est important, c'est que la France reste, et ça, c'est une étude de Ernst & Young, la France reste le numéro 1 en Europe de l'attractivité des investissements étrangers. Loin devant l'Allemagne, loin devant le Royaume-Uni. Et c'est ça qui est important. C'est la France est, à nouveau, cette fois-là,
le premier pays, je dirais, classé par les investisseurs étrangers comme place d'attractivité. Et c'est plutôt positif. Par contre, je n'ai pas vu un seul centime qui allait être investi dans les Outre-mer. Oui, et puis je te donne un bémol, c'est que 6 millions d'euros par emploi, quand tu fais le calcul, c'est 50 fois plus que, ou sinon 100 fois plus que ce qu'un artisan du coin utilise pour créer un emploi. Oui, parce que c'est des emplois super qualifiés. Bon, ensuite, moins de 2 milliards d'euros concernent des projets industriels ou pharmaceutiques qui, eux, créent de l'emploi. Moins de 2 milliards sur les 93. Tout le reste, c'est des choses qui sont très sophistiquées, qui créent quasiment c'est pas de d'emploi. l'intelligence, allons le dire, c'est de l'intelligence artificielle essentiellement. Oui, et donc c'est dans les lemmes, quoi. Bon. Intelligence artificielle, pendant qu'on y est, préserver le temps de penser. Frédéric, ça c'est intéressant. Oui, et je te remercie de m'avoir laissé exposer ce sujet. Absolument. Merci Gérard. Parce que la vraie question, c'est, on va commencer par la philosophie, la vraie question, c'est celle qui n'a pas de réponse. Alors, pourquoi est-ce qu'on commence comme ça ? Ouais. C'était une vidéo de Mazarine Pinjou ainsi que d'autres articles qui m'ont amené à une réflexion là-dessus. C'est que l'intelligence artificielle, que l'on qualifie d'intelligence, donc intellect, donc que l'on peut corroborer à la pensée, nuit finalement au fonctionnement de la pensée. Et c'est une réflexion qui nous explique que la pensée, la résistance à la pensée, la résistance intérieure, c'est un moment fragile, ce qu'on appelle le doute, mais que c'est par les doutes, c'est par le cheminement que l'on parvient à des solutions concrètes. Et quand on regarde un peu l'ensemble des démarches, je m'y suis intéressée, que ce soit la démarche scientifique, la démarche historique, etc., on se rend compte que l'intelligence artificielle n'est pas véritablement un recours. Commençons par la démarche scientifique. Parlons des sargasses et parlons de la chlordécone. Si aujourd'hui l'intelligence artificielle, aussi perfectionnée soit-elle, pouvait donner des réponses instantanées, véridiques, nous aurions résolu, je pense, la plupart de nos problèmes sanitaires, de nos grands problèmes. Or, la démarche scientifique et justement cet effritement, ces tentatives, alors on parle de l'oscillation océanographique, on parle du réchauffement climatique, on parle de plein de raisons, de plein de facteurs, mais les scientifiques, pour le moment, cherchent, et il est avéré que plus la recherche scientifique mieux la recherche scientifique est financée, et plus vite on avance. Donc, ce n'est pas par l'intelligence artificielle, mais par cette démarche, certes, de questionnement et aussi de balbutiement et intuitive, purement intuitive, que l'intelligence artificielle n'a pas, que l'on parvient à des solutions. La deuxième démarche est la démarche littéraire. Parlons d'Ina Césaire. Je me suis amusée à mettre des textes dans l'intelligence artificielle d'Ina Césaire sur les taxicos et sur les veillées funéraires. Et il m'a sorti en synthèse, cela parle de la mort, de la rue et de la transmission. Voilà. Alors que nous, dans notre culture, nous savons, particulièrement dans notre culture de déni et artistique, qui est très expressive, en même temps très rentrée, que nous parlons d'épaisseur vivante, où le non-dit a sa voix sans la dire. On peut parler de la démarche artistique. Est-ce que l'IA peut nous constituer des images comme Anissé, comme Laouché, comme d'autres, qu'il me pardonne, comme Breleur ? Et pour terminer, la démarche historique, la démarche sociale et humaine, parler à l'IA comme avec son anxiété, avec ses problèmes, l'IA va vous remonter des étiquettes, mais l'IA ne va pas vous soigner. Il faut véritablement, dans ces moments-là, aller voir un psychologue et un spécialiste. Et pour terminer, il y a pour travailler avec des jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui tombent dans ces écueils. Et pour terminer, la démarche intérieure, je pense que c'est celle qui est la plus menacée. Donc, c'est la vraie question. Et c'est là que l'école, on dit que c'est fini les professeurs et l'enseignement. Non, c'est là où l'école a un rôle décisif et je m'en arrête là. Posez-vous, s'il vous plaît, ces questions quand vous parlez avec l'IA, quand vous communiquez avec elle pour de la mise en forme ou des mails. Qu'est-ce que je ressens vraiment ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce qui m'appartient dans cette idée ? Qu'est-ce qui m'a été suggéré ? Et pour finir, suis-je en train de penser ? Absolument, très bien traité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut utiliser l'IA intelligemment que si soi-même on est très intelligent.
Pas parce qu'on a les neurones, les synapses qui fonctionnent bien, c'est parce qu'on a un degré un niveau de connaissance du sujet. J'ai posé la question d'abord à ChatGPT. Quel est le meilleur système de gouvernance pour la Martinique dans ses relations avec la France? Alors, ils m'ont sorti le discours intermédiaire 73, ni l'autonomie complète, article 74, mais un statut différencié. J'ai posé la même question à Gemini. Gemini m'a dit le modèle différencié ou sur mesure. Je réduis parce qu'il y avait une tartine comme vous savez. Ensuite, je demande à Perplexity. Perplexity m'a dit une autonomie renforcée dans le cadre français avec une large différenciation totale, blablabla. Bla, bla, bla. Bon, et puis j'ai demandé à Claude. Alors là, je me dis attention, je suis au témoin, avec beaucoup de prétention. Le vrai clivage n'est pas seulement institutionnel, mais porte sur la capacité économique et fiscale d'accompagner tout transfert de compétences. Alors, on me dit pour avoir une réponse supérieure de l'intelligence artificielle. Il faut faire 4. Il faut avoir 4 intelligences. C'est épuisant. Mais n'empêche qu'il faut les avoir, il faut les utiliser. Mais au niveau où je vous ai montré qu'on peut effectivement manipuler cet outil. Ray Thompson, la dernière prophétie de Bob Marley. Jérôme, voilà, on parle d'un monde qu'on ne maîtrise pas, quoi. Et puis là, on revient à Bob Marley et au message de Bob Marley, Redemption Song. Titre enregistré en 1980 à Kingston. Bob Marley était déjà très malade. Et il était dans un coin avec sa guitare. Et puis, il voulait enregistrer le morceau avec le groupe Les Wailers en reggae. Et tout compte fait, son producteur, qui s'appelait Chris Blackwell, lui dit « Bob, tu viens de faire un truc là tout seul. Mais c'est comme ça qu'il faut prendre le morceau. » Et effectivement, Bob Marley a joué ce morceau de façon en acoustique. Et c'est un morceau qui est immortel. Alors non seulement il est immortel, mais il plonge dans le passé et il prédit l'avenir. Alors explicitons un petit peu le texte de Bob Marley. On va le dire en français. De vieux pirates m'ont dépouillé. Ils m'ont vendu au navire marchand. Après m'avoir coincé dans la cale du navire. Mais ma main a été fortifiée par le Tout-Puissant. Nous avançons fièrement dans cette génération, triomphant. Et le refrain, ne m'aideras pas à chanter ce chant de liberté, car c'est tout ce que j'ai jamais eu, ces chants de rédemption, des chants de rédemption. Alors le deuxième couplet est très très fort. Emancipate yourself from mental slavery. Voilà, émancipe-toi de l'esclavage mental. On va voir, on va approfondir. Nul autre que nous-mêmes ne peut libérer nos esprits. L'IA, enfin, je ne sais pas. N'ayez aucune crainte de l'énergie atomique. Alors là, on est en plein dedans. Car aucun d'entre nous ne peut arrêter le temps. Combien de temps tueront-ils encore nos prophètes pendant que nous restons là à regarder? Certains disent que ce n'est qu'une partie du plan. Nous devons accomplir le livre. Alors, on connaît l'importance de la Bible chez les Rastas. Comment aussi ils ont interpréter la Bible, on connaît leur adhésion à Haïlé Sélassié, mais dans le texte, Bob Marley met en lumière l'esclavage mental. Hein? C'est pas peu de choses que de dire ça, hein, l'esclavage mental. Les modes opératoires, les manières de penser, les certitudes, si vous voulez, qui ne viennent pas de... Voilà. Il met en lumière les chaînes invisibles psychologiques. Il met en lumière la pensée coloniale, les pirates, les systèmes d'oppression modernes que les Rastas appellent Babylone. Il met en lumière le manque de confiance en soi. Il demande la liberté et la prise de conscience intérieure. Il parle de traumatisme, il parle de l'esclavage, chose dont on parle aujourd'hui. Alors, la question qu'il pose, est-ce qu'on va vers un apocalypse nucléaire, on en a parlé tout à l'heure, ou une vision spirituelle du monde? C'est ça que Bob Marley dit. Et puis, aujourd'hui, c'est son testament. C'est sa dernière chanson. C'est son dernier message au monde. Il ne chante pas pour faire danser, il chante pour transmettre. La chanson ne contient ni aucune colère, ni aucune amertume. C'est une chanson de paix, de rédemption, de réconciliation. Un message aux nouvelles générations. Accomplir le livre. La rédemption est la solution. C'est une procédure collective. La chanson commence dans les cales du navire et se termine par une libération universelle. Redemption Song. Je savais très bien que nous très ballant. J'étais dans un cabinet de juge d'instruction, mais très radical, très dur avec les avocats. Et il y avait une jeune femme qui avait fracassé. J'assistais à une jeune femme qui avait fracassé son enfant dans une salle de bain sous psychotrope, quoi.
avait pris de la drogue. Et la jeune femme, ça s'appliquait à dire, il a glissé de mes mains, il a glissé de mes mains. C'était énorme parce que c'était vraiment évident qu'elle avait eu un mouvement de colère contre l'enfant qui devait pleurer et crier. Etc. Je sais pas ce qui m'a appris, j'ai dit au juge, bon, restez, taisez-vous, un juge, attendez. Et puis je lui ai chanté les premières strophes de la chanson. Mais dans un cabinet d'instruction, mais c'est loufoudingue, c'est fou. Après, je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'a pris? Et la jeune femme s'est mise à pleurer, et puis après, elle a dit, oui, voilà, j'avais fumé, 2 ans après, ça fait vraiment courte, j'entends cloc, cloc, cloc derrière moi, une très belle jeune femme qui m'arrête et qui me dit, mais c'est moi, qui toi? Et puis elle dit, c'était moi, qui, ceci, qui, cela. Taxe sur les billets d'avion, allez, revenons sur terre. Après ça, comment tu veux remonter? Donc je retire toute votre mensuétude, parce que je suis sur le choc. Toute notre indulgence. Bon, cette histoire de taxe sur les billets d'avion, dont le gouvernement a souhaité la réduction grâce à l'accord de la Commission européenne. La réduction est sévère, c'est moins 65%. Mais bon, là encore, il faut tout dire. Le montant de la taxe sur le billet, c'était 7 €. Il est mort de rire. Et tu vas pas être le seul à mourir de rire. 7 €, ça tombe à 2 € quelque chose. Bon, c'est pas ça qui compte, parce qu'il y a quand même des milliards de gens qui transitent en Europe. Je parle de l'Europe. Alors en France, il y en a plusieurs centaines de millions. Rien qu'à Fort-de-France, il y en a près de 2 millions. Ok. Donc, quand vous multipliez ces chiffres par 2 €, ça fait quand même de l'argent. Et puis, quand c'est la compagnie aérienne qui doit les sortir avant de les récupérer sur les billets, leur trésorerie est impactée. Donc, une baisse des taxes, ça donne du baume au cœur aux compagnies aériennes. Ça rend la destination plus attractive. Mais, évidemment, ça ne s'applique pas aux Outre-mer. Formidable. Alors évidemment, Gérard a fait ça encore une fois pour me provoquer. Mais bon, mon discours, il est très simple. Hein. Nous sommes éloignés. Théoriquement, comme c'est une taxe qui finance l'attractivité des territoires qui sont délaissés sur le territoire national, en particulier la Corse, et puis certaines zones qui ne sont pas reliées. Alors on dit aux compagnies, bon écoutez, on va vous donner un peu d'argent grâce aux billets de tout le monde pour que vous alliez à travers une délégation de service public dans ces villes, parce que naturellement, il n'y a pas de public pour aller dans ces villes. Ce qui est génial, mais nous on est le cœur même de cette espèce de délaissement, puisque s'il n'y a pas d'attractivité, ben, les gens ne viendront pas, notamment les touristes. Si on devait pratiquer le vrai prix, il y a des zones où les gens n'iraient pas. Pour aller en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, et même pour certains en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, il faut se lever. Et c'est là qu'on voit le caractère discriminatoire de l'attitude de la France hexagonale vis-à-vis de ces territoires. Alors, ce n'est pas le seul exemple. Il y en a des centaines. Il y a un rapport du défenseur des droits qui vient de sortir. Quand vous regardez la liste des éléments de discrimination, en fait, je résume, pourquoi c'est pas appliqué dans les Outre-mer alors que c'est appliqué au niveau national alors que nous sommes français. Bon. La différence, elle s'explique. Il y a eu un changement d'attitude de manière assez radicale de nos populations vis-à-vis de la France hexagonale. Okay. Alors évidemment, quand vous passez votre temps à critiquer, je parle des hommes politiques là en l'occurrence, quand vous passez votre temps à critiquer la mère patrie avec d'une main la volonté d'avoir tous les droits et puis de ne rien laisser sur les devoirs, vous énervez les mecs d'en face. Mais les mecs d'en face eux-mêmes ont changé en disant, bon écoutez, c'est quoi ça? Ça sert à quoi? Ça coûte combien? Au revoir. Voilà. Alors, c'est caricatural, mais ça s'explique et ça se voit de manière systématique. Les députés n'ont pas eu à se battre autant d'années pour obtenir des aides, des indemnités sur le sang contaminé. Ils ne se sont pas battus aussi longtemps pour tous les scandales sanitaires en France. Ici, il faut que ça soit nous,
qui posions le problème. Et pourquoi ce ne serait pas un type d'Auvergne ou de Gascogne qui ferait le job? Ah ben non. Donc, ce n'est qu'une illustration supplémentaire de notre singularité triste. Ultramarine. Je préfère triste. Bah, je dis que 7% quand même de réduction sur... Non, 65% de réduction. La taxe passera de 7%. Non, de 7 euros à 7 2 euros euros. à 2 euros. Ouais. 65% de réduction, c'est colossal. Hein. Bon, sur le budget global, c'est colossal. Bon. Et puis aussi, c'est une façon d'amorcer la pompe. On peut pas. Mais je pense aussi que, parce que je suis très optimiste, je pense aussi que... On a du mal. Il y a une mission qui a été allouée, qui a été donnée à M. Giovanni William, et que peut-être que parce qu'on attend qu'il dépose son rapport minimum de respect pour annoncer peut-être les mêmes 60 euros, etc. Et puis peut-être un petit peu plus, quoi, 62, 61, parce qu'il a fait, lui, pour l'instant, il a fait beaucoup de ramdam autour de la mission qui lui a été donnée, et il a raison, parce qu'il faut montrer aux gens ce que l'on fait. Jingle pour la culture. C'est un petit peu l'audition. Quand nous étions petits, au carnaval, on se déguisait en cow-boy ou en corsaire, avec un bandeau. En pirate. En pirate, pardon. En pirate. On dit C'est pas en pirate pareil. qu'on se En déguisait. Mais Daniel va nous parler particulièrement des corsaires. Oui. Alors déjà, je vais vous faire un aveu. Je suis passionnée par les corsaires depuis très, très, très longtemps. Nous avons remarqué ça dans tes choix, de tes petits Et amis, donc, ce qui quand fait nous étions que jeunes et tout ça. dès qu'il y a un bouquin qui sort, dès qu'il y a un article, j'ai eu l'occasion de faire des conférences sur les corsaires. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as dit, il y a les pirates. Alors, les pirates, ça ramène au début de la colonisation, quand la France, l'Angleterre, les Pays-Bas, ils étaient chacun en train d'aller à la prédation de territoires. Et la Caraïbe était le champ de bataille de ces puissances. Et l'une des façons de combattre, c'était pas seulement de faire la guerre, mais c'est d'envoyer des corsaires pour pouvoir s'emparer des navires et de la marchandise. Alors, quelle différence entre le corsaire et le pirate? Le pirate, c'est un bandit, c'est un voleur, il va voler. Le corsaire, il a une autorisation. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est de voir tout ce qui entoure la réglementation des corsaires. Ils ont ce qu'on appelle des lettres de course, c'est-à-dire qu'ils ont une lettre, qu'ils ont une autorisation qui peut venir du roi, qui peut venir d'un gouverneur sur place. Alors pourquoi j'ai eu envie de parler de cela? Parce que, rappelez-vous, la semaine dernière, on a parlé d'Ignace, de la Guadeloupe, et de Victor Hugues, c'est-à-dire que on est dans la période où 1794, l'esclavage est aboli. La Convention envoie Victor Hugues en Guadeloupe et Victor Hugues combat les Anglais qu'il gagne, alors qu'à la Martinique, les Anglais vont être installés. Et quand Victor Hugues est là de 1794 à 1798, il a donc, les esclaves sont libérés. Que faut-il faire avec les esclaves? Alors, il y a une partie qu'il va contraindre, parce que ce sera du travail forcé, à retourner sur les habitations pour que les habitations puissent continuer à fonctionner pour alimenter la colonie. Il y a une partie des esclaves libérés qui vont être enrôlés dans l'armée pour combattre les Anglais. C'est l'exemple d'Ignace dont j'ai parlé la semaine dernière. Et puis, il y a une autre catégorie qui va être dans la marine, pour être des corsaires, pour attaquer, c'est-à-dire il y a une lettre, Victor Hugues autorise, lève des orgues. Et la République, en l'occurrence, qu'il représente, va armer des bateaux. Et sur ces bateaux, il y aura donc les esclaves libérés, mais il va aussi autoriser la course privée, c'est-à-dire qu'il y aura des Guadeloupéens qui sont des hommes de couleur libre, qui sont majoritairement, et qui vont armer des bateaux pour aller attaquer les Anglais pour, d'une part, les affaiblir dans la guerre qu'il y a contre la France, mais d'autre part, pour permettre
d'alimenter la colonie, parce que pendant ce temps-là, il y a le blocus, donc il n'y a rien qui arrive de France, et il faut que donc la colonie soit alimentée, donc on va prendre les marchandises sur les bateaux anglais, et il faut que la production de la colonie puisse s'écouler, et donc par conséquent, pour pouvoir permettre à la colonie de toucher de l'argent pour pouvoir continuer à fonctionner. Et donc, c'est-à-dire libérer les voies maritimes pour exporter les productions. Ben oui, alors ce qui fait que Victor Hugues, il ne va pas seulement donner des lettres de course à élever des navires en Guadeloupe, il va commissionner des agents qui seront Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Eustache, Saint-Thomas, Porto Rico, Saint-Domingue. Dans toute la Caraïbe, il a des agents. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la course est très réglementée. Il y a ce qu'on appelle un tribunal des prises. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'inorganisé. Quand un bateau arrive avec des corsaires, on doit déclarer quelles sont les marchandises. Et il y a la répartition de la prise entre l'armateur, entre le commanditeur, entre le capitaine et entre les marins. Et on a des archives. Et donc, je termine par l'auteur, Michel Rodinho. C'est un Guadeloupéen qui a une formation juridique, mais qui a exercé des postes aussi bien en Guadeloupe que pour l'AFD, dans l'océan Pacifique, l'océan Indien et dans la Caraïbe. Et il s'est découvert un ancêtre corsaire et il a eu envie d'en savoir davantage. Ce qui fait qu'il a consulté un nombre d'archives extraordinaires et que son livre, que je vous recommande, nous donne des renseignements. D'autant que je n'ai traité que d'une partie, la partie de Victor Hugues, mais il y a une autre partie qui est tout à fait passionnante sur l'opposition avec les États-Unis, avec un conflit, c'est ce qu'on appelle la quasi-guerre, mais qui s'est terminé au XXe siècle dans les relations entre la France et les États-Unis. C'est passionnant. Donc, si vous avez du temps, je vous recommande cette lecture. Et on apprend beaucoup sur la société guadeloupéenne, parce qu'il faut bien vous dire que quand il y a des armateurs qui sont des hommes de couleur, vous avez des anciens esclaves qui sont sur le bateau, ça crée une société qui est une société différente, des rapports humains qui sont différents. Sauf à me tromper, il est décédé, l'auteur, depuis. Ah, ça, je sais pas. Oui, je te le dis. Jingle, musique. On va appeler ça gospel créole, c'est ça? Oui, oui. En fait, vous voulez loin de moi la volonté de vous parler de l'ensemble du gospel, encore qu'on peut rappeler des éléments fondamentaux. C'est une musique de résilience, de foi, de liberté, qui est née aux États-Unis, qui est née dans l'oppression, qui est née aussi dans l'importance du christianisme, si vous voulez, adapté par les esclavisés, comme tu dis. Voilà. Et c'est un peu comme le chant des cantiques ici aux Antilles. Mais effectivement, j'ai pris l'option de mettre en lumière le gospel créole. Je vais vous dire pourquoi. On va premièrement écouter quelques extraits de ce que je vous propose là maintenant. Vous sachiez que quand j'étais en fonction, j'étais sollicité pour aider pas mal de manifestations. Il y a une dame qui vient me voir, je me dis, pour nous aider pour faire un festival de gospel. C'est comme pour Beginja, je lui ai dit, mais je veux bien vous aider pour faire un festival de gospel, mais si c'est que du gospel américain, par contre, si vous créez du gospel, ça aurait été intéressant. Vous voyez? Et je suis très heureux de voir comment il y a des adaptations, il y a des créations, et surtout que la langue créole a trouvé dans le gospel une voie d'expression. On va voir une deuxième vidéo.
avez noté l'organisation, la structuration, la discipline, le chant collectif, La justesse. et puis la justesse et le rythme. Et puis j'aimerais dire aussi qu'il y a beaucoup d'interprètes de qualité. Quand par exemple vous regardez des télévisions comme Graff, vous voyez des gens qui chantent ou qui jouent, mais c'est pas la variété qu'on entend à la radio ou à la télévision. Mais je pense que c'est quand même très utile. On va voir une troisième vidéo. Alors, qu'est-ce que je peux dire encore? C'est que, vous savez, le gospel a suivi le négo spirituel, puisque c'est ce qui a été développé avant tout. Mais le gospel a eu une implication mondiale aujourd'hui, encore une fois, au niveau des Antilles. Je pense qu'au niveau d'Haïti également, il y a peut-être une vidéo que j'ai là, c'est peut-être la prochaine. C'est aussi Haïti. Voilà, regardez, ça c'est aussi assez intéressant. Ce qui est merveilleux, c'est la passion des gens, quoi. Cette discipline qui se décline à travers les vêtements, qui se décline à travers la disponibilité pour faire des voix, quoi. Parce que pour harmoniser tout ça, je pense que c'est vraiment très méritant. Vous voyez, chacun a ses choix, mais voilà, c'est ce que j'ai voulu mettre. Alors, on va voir une dernière formation aussi, toujours de gospel créole. Je peux vous dire qu'on se laisse prendre, hein, parce que c'est profond, c'est merveilleux. Et puis, moi, je pense que c'est toujours important aussi dans nos pratiques aussi culturelles de développer ce chant collectif dans les écoles, dans les lieux les plus divers possibles. On sait comment pour les personnes âgées, tout ça, c'est important. Vous voyez, donc le gospel créole, c'est aussi une opportunité pour nous de puiser dans quelque chose qui nous appartient un peu, quoi, et d'exprimer au monde, quoi, la diversité
diversité de nos expressions. Voilà. Très bien. Daniel? Oui, je ne peux pas m'empêcher de penser à Paulette Nardal, parce que Oui. Paulette Nardal, quand elle rentre à la Martinique, il ne faut pas oublier qu'elle elle parle anglais couramment, qu'elle a traduit les gospels américains bien. quand elle était en France, et c'est elle qui introduit le gospel en C'est Martinique, et qui va donner après la chorale Joie de Voilà. chanter. Alors, on a eu l'occasion ici de faire Et aussi un petit clin d'œil au chant choral, quoi. Je crois Ouais. que ça obéit à la même trame, si je puis dire, cette capacité de travailler ensemble et puis d'exprimer quelque chose de commun, quoi. Voilà. En tout cas, c'est le message que j'ai voulu faire passer aujourd'hui. Dans une vie antérieure, Eddie me disait, à une des émissions qu'on faisait ensemble, ailleurs qu'ici, que ce qui tient la Martinique en quelque part, c'est le sport. Oui. Il disait la famille, mais surtout la foi diverse, Oui. qui tient ce pays-là. Le reste, le civisme, le respect des politiques, des élus, le respect du clocher un petit peu, mais ça a disparu. Et ces gens qui se réunissent, qui avec leur tempérament, leur personnalité, leur propension à se disputer, à se chamailler, arrivent quand même à donner, pour leur Dieu, qui peut être le mien, le nôtre, à donner ce résultat artistique, esthétique extraordinaire. En tous les cas, je vous remercie de m'accompagner dans mes pérégrinations culturelles, artistiques et musicales. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt. À vous tous, vous tous quatre, et puis également à ceux qui restent pendant 52 minutes. C'est le temps de l'émission à nous écouter refaire le monde. À très bientôt. Au revoir.